le temps du Maroc. Est-ce que vous diriez qu'au-delà du Maroc, c'est aussi le temps de l'Afrique? Bonjour à tous. Dans un ouvrage précédent qui s'appelait « Le temps du continent », j'essayais d'appréhender les ruptures et permanences du berceau de l'humanité. Mais je pense que cette question du temps de l'Afrique ne peut pas être une incantation. Dans une économie de plus en plus interdépendante et globalisée, ça doit être une obligation. Parce que l'échec de l'Afrique, d'un continent qui serait laissé en marge de la marche du monde, c'est un échec collectif. C'est 30 millions de réfugiés climatiques. C'est des difficultés très importantes pour l'accès aux matières premières dont on a besoin pour les objets du quotidien. Pas uniquement le pétrole ou les énergies fossiles, parce que ça, c'est un sujet qui déjà est en train de disparaître avec le XXe siècle, mais pour faire des smartphones, pour avoir accès aux terres rares, etc. Et je pense que sur le temps du continent et sur ce moment très particulier et ce moment du Covid qui a été à une photographie, ce qui est une chambre noire, c'est quelque chose qui a révélé les faiblesses comme les forces parfois sous-estimées de certains pays, il y a un élément clé. Le plus difficile, ça ne va pas être de battre le Covid pour l'Afrique. Le plus difficile, ça ne va pas être de restaurer les équilibres macroéconomiques et de trouver de l'argent pour la relance et de trouver du financement, des talents et une énergie. Le plus difficile, ça va être de combattre définitivement les idées reçues. Vous noterez avec moi que le pays qui aujourd'hui a des difficultés de supply chain et qui empêche les enfants d'acheter des céréales au supermarché, c'est la 5e puissance mondiale. C'est l'Angleterre, c'est pas l'Afrique. Le pays qui a connu hier une des plus grandes, disons, extinctions des réseaux, qui a fait que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont certainement redémarré frénétiquement leur téléphone hier en se disant c'est quoi le problème Facebook avec WhatsApp? ne marchait pas, WhatsApp non plus, effectivement. C'était pas en Afrique. Donc il faut qu'on regarde les zones de fragilité qui sont issues du too big to fail, d'une économie qui est devenue folle, qui a créé des monstres financiers et technologiques qui possèdent aujourd'hui 80% de nos vies privées. Et nous, Africains, le fait qu'on soit resté en marge de cette économie globalisée pendant un certain temps, ça nous a permis de nous protéger pendant un moment. Mais aujourd'hui, nous sommes au moment où il faut pouvoir imaginer tous les possibles ensemble et en ayant un discours de vérité avec l'Occident, en leur disant « vous allez devoir partager une partie des fruits de la croissance ». Et ça ne peut pas être juste de l'incantation et dire on va faire de la colocalisation. Il va falloir réduire une partie de vos revenus et les partager avec un continent dont vous avez besoin parce que c'est votre marché de demain. Si vous voulez vendre des trains, si vous voulez vendre des avions. Et il y a, à cet égard, pour être un peu chauvin, des pays qui ont des trajectoires exemplaires. Le Royaume du Maroc a 65% de sa population qui est vaccinée aujourd'hui, a mis 10% de son PIB dans le plan de relance, a fait ce qui est peut-être une spécificité de ce pays un peu particulier, qui est un État-nation millénaire, a réussi à combiner des temps tactiques pour lutter contre le virus, mais a également fait des réformes de fond. 22 millions de Marocains auront la protection sociale d'ici 2024. Donc je pense que nous devons changer notre regard. Et pour terminer, je vous dirais une chose très simple. Faisons attention aux mots qu'on utilise. Il y a quelques jours, j'ai vu un grand quotidien du soir qui parlait de cette fameuse histoire des visas, dont tout le monde parle, de la réduction des visas. Et il disait, pour parler d'un pays du Maghreb, du Maroc en l'occurrence, le Maroc était jusque-là considéré comme le bon élève. Mais le bon élève de qui? Qui est le professeur? Où est le maître? Nous, on a inventé le zéro, hein, les Arabes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut changer à ce niveau-là. Et il faut nous regarder différemment. Et il y a besoin d'un partenariat d'égal à égal si on veut véritablement que le temps du continent ait de la substance et ne soit pas juste des mots. Oui, absolument. Avant de passer la parole à Hafsat, j'aimerais entendre Abdelmalik Alaoui sur une question. Justement, ce matin, on parlait de comment est-ce que justement les entreprises françaises pouvaient, en allant en Afrique, etc., prendre part à cette relance. Mais moi, j'ai envie de vous entendre sur comment les entreprises africaines pouvaient vraiment saisir cette opportunité en termes mondiaux, justement de cette relance, parce que la relance, elle est là en Occident, elle est là, elle est déjà bien là. Comment est-ce que les entreprises africaines peuvent, sous l'angle de ce que vous disiez tout à l'heure, justement, prendre part
à cette relance, prendre sa juste part, j'ai envie de dire? Alors, en ce domaine, il y a, disons, des axiomes très simples. Il y a une question de taille de marché. Et on parle aujourd'hui de l'Afrique, mais la vérité, c'est que nous, Africains, sommes véritablement Africains à partir du quart de finale de la Coupe du Monde. Avant ça, on est Marocains, Algériens, Togolais. S'il y a une équipe qui est qualifiée, on devient tous Africains. Donc il faut quand même en France aussi, c'est pareil. Prendre compte de cette spécificité. Mais vous avez tout à fait raison, parce que vous touchez le cœur du sujet sur ce qu'on doit faire, nous, Africains, en termes de devoirs. La question qui doit se poser, en Afrique, on aime avoir des débats interminables sur la fiscalité, la pression fiscale, etc. Mais la réalité, c'est est-ce que nos opérations sont organisées pour que les nationaux gardent l'argent dans le pays et investissent dans le tissu économique et n'aillent pas vers des business qui sont des business rentiers. Et ça présuppose une sécurité du cadre juridique qui est en train de s'améliorer maintenant en Afrique. Ça présuppose aussi de restaurer un dialogue de confiance avec les banquiers. Parce que je pense que depuis trop longtemps, on a été absolument braqué contre la banque parce qu'on a un problème de prisme. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la banque, elle donne de l'argent. La banque, elle ne donne pas de l'argent, elle prête de l'argent. Et d'ailleurs, nous tous, je pense quand même que c'est le contraire, non? Oui, et nous tous, on est indignés lorsqu'il y a un problème bancaire d'envergure, et tout le monde se met à jeter la pierre aux banquiers, à leur envoyer le goudron et les plumes, et à dire vous avez pas fait assez attention, etc. Donc il faut qu'on sorte ce paradoxe-là pour comprendre qu'aujourd'hui, la construction d'un business plan, ça repose certes sur des éléments qui sont des éléments immatériels. On projette, on pense qu'on va pouvoir rentrer dans un business, mais il y a des éléments qui sont des éléments factuels en termes de mobilisation du capital, de culture de l'entrepreneuriat et de comment est-ce qu'on arrive à diriger une entreprise en respectant des ratios prudentiels qui sont des ratios prudentiels acceptables par celui qui nous prête de l'argent. Donc on a besoin dans nos pays de pouvoir nourrir une génération d'entrepreneurs. Certains pays ont décidé de créer des champions nationaux. Ça a été le cas du Maroc, qui a aidé, qui a soutenu, et c'est les pouvoirs publics qui l'ont fait, ont créé des entreprises qui sont arrivées à la taille critique, qui opèrent maintenant dans 20 pays ou 25 pays, dans le secteur des services, parce que le Maroc n'a pas d'industrie extractive. Il y a d'autres techniques qui permettraient justement de mobiliser cette épargne nationale, mais en Afrique plus qu'ailleurs, ça passe par le key man effect. Ça passe par le leadership. Et si vous le voyez, je veux dire, il y a des éléments qui sont absolument factuels. Les pays africains qui aujourd'hui ont un leadership incarné, ont un leadership qui est capable de combiner les temps longs et les temps courts, ont un leadership qui est capable de combiner l'exigence sociale avec l'urgence de la croissance. On peut penser à Paul Kagame, on peut penser à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, sont les pays qui aujourd'hui arrivent à surperformer par rapport aux autres. Donc cette question du Keyman Effect, et ça sera là, disons la conclusion de ça, elle implique une responsabilité très lourde qui est sur nos épaules à nous, les gens qui sont africains et privilégiés, qui sont formés, qui peuvent travailler partout dans le monde, qui sont dans des villes côtières. Si demain il y a un incident dans notre pays, on peut aller travailler à Londres, à Paris, mais on a une très lourde responsabilité de réinvestir le champ politique. Ouais. De le réinvestir parce qu'il y a besoin, aujourd'hui, on ne peut pas se suffire de technocrates. On ne peut pas avoir des réponses techniques à des problèmes qui sont des problèmes philosophiques. Il faut qu'on ait des réponses politiques à des problèmes économiques. Ah oui.